Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité, Pierre-Alexis Blévin, il est maire de Pléneuf-Valandré. J'ajouterai qu'il est également vice-président de l'Office de tourisme Cap d'Erquy-Valandré. C'est important car c'est un très beau lieu pour s'y promener, le Valandré. Voilà, allez, ça c'était pour la petite promo. Bonjour Pierre-Alexis Blévin. Bonjour. Alors ce matin, on va parler du congrès des maires. C'est important, on aime bien faire un focus sur les communes et sur les élus de ces communes. Aujourd'hui, donc Pléneuf-Valandré. Pierre-Alexis Blévin, vous avez été au congrès des maires. La question c'est, est-ce que c'est important de partager de l'expérience? Et en plus, je crois savoir, vous avez rencontré d'autres jeunes maires, car vous êtes jeune maire. Le congrès des maires, ça nous permet de nous rencontrer. C'est l'avantage de réunir une fois par an l'ensemble des maires de l'ensemble de la France et puis des élus plus largement, des élus des communautés d'agglo et des communautés de communes. Et puis on a un véritable partage d'expérience. Il y a plusieurs thématiques. Il y a deux choses. Il y a d'une part le congrès en lui-même sur lequel on va échanger sur des thématiques et on va également en profiter pour rencontrer les différents ministres qui sont attachés aux collectivités territoriales. Ça nous permet également de faire passer des messages pour certains aux membres du gouvernement qui viennent déambuler dans les travers du congrès. Et puis en parallèle, on a le salon des maires qui nous permet également de rencontrer l'ensemble des acteurs publics, des entreprises publiques qui travaillent pour les collectivités au quotidien. Et c'est vrai que en allant au congrès des maires, on a cette chance également de rencontrer des entreprises dont on n'a pas forcément connaissance quand on fait du ressourcing. Puis ça nous permet également de voir les nouvelles infrastructures, les nouveaux travaux qui peuvent être proposés aux communes. Moi, je sais que plus largement, là, on va mettre à Pléneuf-Valandré un paddle tennis. Et c'est vrai qu'en allant au congrès des maires, j'ai réalisé qu'il y avait différentes techniques qu'on n'avait pas forcément perçues quand on était sur notre dossier à Pléneuf-Valandré. Il y a ce qu'on voit à l'échelle de la Bretagne, mais on ne voit pas forcément ce qui peut se faire dans d'autres régions. Et en allant au congrès des maires, ça nous permet également d'étoffer nos réflexions. Alors aujourd'hui, on le sait, les communes sont un petit peu à la peine avec l'augmentation de l'énergie, avec des difficultés de financement. Et les communes doivent être à l'équilibre financier. Est-ce que vous pouvez faire passer, vous disiez que vous croisiez dans les travées de ce congrès des maires qui est un ministre, qui est un secrétaire d'État, est-ce que c'est facile de les prendre un peu par le bras, dire voilà, nous on a une problématique, on a l'impression parfois de ne pas être entendu, vous êtes un peu loin. Est-ce que vous arrivez à leur dire ça? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Alors c'est facile d'échanger avec eux quand on les rencontre. Après de là à être entendu, c'est autre chose. D'autant qu'on sait que la décision ne vient pas forcément des ministres tout seuls. C'est important quand même qu'ils se déplacent, qu'ils aillent au contact de ceux qui sont sur le terrain, justement des élus de terrain que sont les maires, qui sont le plus proche des administrés, le plus proche des Français, des Bretons en l'occurrence à Pléneuf-Valandré. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir ce contact néanmoins, de dire voilà, on peut vous montrer ce qui se passe dans nos villes, dans nos campagnes? Je pense que c'est important à une époque où, quand on est maire, on a l'impression que ça devient de plus en plus difficile d'assumer nos missions. L'État nous transfère un certain nombre de compétences et derrière nous retire souvent les financements qui vont avec. Et puis progressivement, on se rend compte que, pendant très longtemps, on a tapé sur les maires en disant qu'il y avait trop de communes en France. Et on ne se rend pas compte que c'est aussi un service public gratuit. Il y a beaucoup de maires qui font du bénévolat, qui distribuent eux-mêmes le magazine communal dans leur commune. Et que derrière, on a un tissu, un maillage territorial qui existe et qui malheureusement est en train de s'effriter parce que ça devient de plus en plus difficile d'assumer nos missions de maire quand on se rend compte qu'on n'est pas soutenu par le gouvernement, qui se désendette en transférant des compétences sur les communes sans y accorder les financements qui vont avec, et qui, à l'inverse, lorsqu'elle se rend compte que les communes sont trop petites pour assumer ces compétences, tout simplement font des transferts automatiques de compétences de l'échelle communale à l'échelle intercommunale, faisant qu'on se sent de plus en plus dépossédé. Et j'ai bien peur que si ça continue, les maires ne servent qu'à une chose, c'est-à-dire célébrer les mariages et
inaugurer du moins les célébrations au monument aux morts. Et c'est pas l'optique quand on s'engage en politique dans une mairie. On est là pour faire bouger les choses sans cesse et on le fait avec passion. Et c'est vrai que parfois, quand je discute avec mes collègues et je me rends compte qu'on réduit notre champ de compétences, eh bien, ça devient difficile parce qu'on se rend compte que l'État ne nous fait pas confiance. Mais il vous demande quand même beaucoup aussi d'administration. On voit beaucoup de maires aujourd'hui qui jettent l'éponge en disant administrativement c'est trop compliqué, c'est trop lourd. Voilà, je suis plus dans mon rôle de maire, je deviens un administratif qui remplit des dossiers, des papiers. Bien, on a un carcan administratif qui est propre à l'administration française, qui est souvent difficile à assurer parce que quand on est dans le privé, il suffit de signer un bon de commande et ça vient tout de suite. Et c'est vrai que comme on est sur de l'argent public, on est obligé de passer par des procédures beaucoup plus lourdes qui alourdissent parfois et qui complexifient le fonctionnement administratif de nos administrations et de nos collectivités. Mais plus largement, il y a aussi quelque chose sur lequel je pense qu'il faut mettre l'accent, c'est qu'on se rend compte que quand on regarde les tarifs qui sont pratiqués par les entreprises de BTP notamment, travaux publics et autres, on se rend compte qu'il y a un gros différentiel entre les tarifs qui sont pratiqués dans le privé et ceux qui sont dans le public. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de gros dossiers, de gros chantiers, de gros équipements publics qui auraient pu voir le jour sont actuellement gelés dans nos communes respectives parce qu'on se rend compte que le montant des marchés est trop élevé et qu'il est manifestement disproportionné aux réalités. Ça voudrait donc dire que des entreprises du BTP profitent entre guillemets de la situation ? Eh bien, je pense que on a des entreprises qui parfois profitent du caractère public des communes pour pouvoir augmenter leurs tarifs, faisant que derrière, il y a certains dossiers qui parfois on ne peut pas les mettre en œuvre. Et c'est le cas, vous avez échangé avec d'autres maires, c'est le cas dans d'autres communes, il y a ce constat-là qui revient ? C'est vrai que là, en ce moment, avec la montée des matières premières et la crise en Ukraine, c'est vrai que lorsqu'on se rencontre entre maires, on se rend compte qu'on est un certain nombre à avoir gelé certains dossiers, parce qu'on s'est rendu compte qu'entre l'estimation faite par les architectes et derrière le rendu par les appels d'offres, on se rend compte qu'il y a un distanciel qui est assez important. Alors, la crise en Ukraine, l'inflation, la difficulté aussi pour des communes, alors vous allez nous dire comment ça se passe à Pléneuf-Valandry, mais de pouvoir payer parfois même leur énergie, c'est-à-dire leur facture d'électricité. Alors, je ne sais pas si c'est le cas à Pléneuf-Valandry, vous allez nous le préciser, Pierre-Alexis Blévin, mais est-ce que vous avez le sentiment là aussi que le gouvernement a un petit peu abandonné, alors je mets tous les guillemets qui s'imposent, les communes à leur sort ? Pour l'instant, on a des promesses et je pense qu'on verra ce qui va être décidé dans les prochains mois. Là, je me rends compte que le gouvernement est en train de voter les différents projets de loi de finances qui viennent se rectifier les uns après les autres. On verra ce qui va ressortir pour les communes et les communautés de communes. Nous, à Pléneuf-Valandry, comme dans beaucoup de communes, on est en train de voir comment on peut économiser au maximum l'énergie. On a deux sources d'énergie qui sont importantes pour nous. D'une part, on se rend compte qu'on a l'éclairage. L'éclairage coûte énormément et on va essayer de le réduire sur la durée. On va le réduire de deux façons. Première façon, c'est que on est en train d'une part, on passe à l'éclairage LED sur l'ensemble de nos lampadaires, mais également on est en train d'installer des lampadaires qui vont nous permettre de réduire l'intensité de cet éclairage. Et puis en parallèle, on va réfléchir pour réduire la durée de cet éclairage dans la soirée, de sorte que, et je pense que l'ensemble de nos administrés le comprendront, de sorte que on puisse faire des économies. Maintenant, il y a une deuxième chose, c'est qu'on doit assurer également la sécurité de nos concitoyens et que les grandes artères principales doivent rester éclairées la nuit pour des raisons de sécurité. Voilà, comment allier la sécurité et l'économie finalement. Oui, complètement. Il y a aussi le chauffage qui est un poste important dans les communes. Alors on pense aux salles municipales, aux salles vouées au sport ou au spectacle. Est-ce que là aussi il faut faire des choix parfois cruels ?
Alors nous, on a des... On a sur certains bâtiments, on a des minuteurs qui nous permettent de couper l'éclairage, de couper le chauffage. De couper le chauffage, du moins de le modérer. Voilà. Sur l'hôtel de ville, on se chauffe au fioul. Et je sais qu'on a une difficulté, c'est sur la piscine municipale. On a une piscine qui a près de 50 ans. Qui a complètement une passoire énergétique, et c'est un dossier qui est en cours puisque, comme vous avez certainement pu le constater dans la presse, on est sur un projet d'une nouvelle piscine et on fera en sorte qu'elle soit aux normes, aux dernières normes écologiques et environnementales pour pouvoir réduire au maximum son énergie. Alors du moins sa consommation énergétique. Sur la piscine, on est également on a réduit de 29 à 27 degrés la température de la piscine pour pouvoir faire des économies substantielles. Voilà, 2 petits degrés, c'est supportable, hein, et il faut bien le dire. On voit qu'il y a aussi des investissements qui vont être à faire. Construire une piscine, ça a un coût. Modifier des bâtiments, les isoler ou parfois les abattre pour les refaire aux normes, ça a un coût également. Ça nous ramène à la constatation précédente. Comment arriver à économiser, mais tout en investissant et dans un contexte très particulier au niveau économique. Alors c'est un contexte qui est pas simple. En plus, on se rend compte qu'on a des bâtiments qui sont vieillissants, qui datent parfois de plusieurs années et qui sur la durée sont obsolètes. Et qui vont devoir être mis aux normes ou démantelés pour être reconstruits sous une autre forme, qui parfois ont de l'amiante. Donc derrière, on a des frais de démolition qui sont importants à prendre en compte. Et c'est vrai que quand on fait un programme électoral, eh bien, au départ, on part sur un certain nombre de projets, de réalisations concrètes. Et puis, quand on devient maire, on se rend compte qu'il y a tous ces aléas qu'on n'avait pas forcément perçus puisqu'on n'était pas maire à l'époque, de mise aux normes, ou tout simplement de rénovation à mettre en œuvre et qui sont assez coûteuses. Et derrière, ça vient réduire nos budgets et nos marges de manœuvre sur les réalisations pour lesquelles on s'était engagé. Il faut faire de la pédagogie vis-à-vis des administrés, leur dire voilà, on fera pas telle chose, tel projet parce que voilà, les moyens sont contraints du fait du contexte finalement. Alors moi, à Pléneuve-Valandré, j'ai fait un plan pluriannuel d'investissement sur 2 mandats. C'est-à-dire que je me suis avec mes adjoints et mes conseillers municipaux, on s'est dit voilà tout ce qu'il faut faire dans l'idéal pour la commune de Pléneuve-Valandré. Et puis derrière, on priorise les réalisations selon l'intérêt, la pertinence, et puis derrière les subventions qu'on peut toucher de la part de l'État. Puisque faut le dire, il y a certains projets qui parfois sont pas en tête dans notre plan pluriannuel d'investissement, mais parce qu'ils vont faire l'objet de subventions à un instant T, font qu'on va les prioriser pour essayer de profiter au maximum de ces fonds publics. Alors il y a aussi l'aspect social des administrés, on le voit aujourd'hui. Là encore, hein, on convoque cette crise économique qui débouche sur une crise sociale avec les plus précaires qui connaissent finalement les mêmes problèmes que le maire d'une commune, c'est-à-dire il faut isoler le logement, on n'en a pas toujours les moyens, alors on fait appel au public, des fois on se tourne vers le CCAS. Là aussi, dans une commune comme Pléneuve-Valandré, comment faire pour répondre à la précarité, comment faire pour répondre à l'urgence sociale ? Eh bien, on y répond avec le centre communal d'action sociale. À Pléneuve-Valandré, c'est aussi une nouveauté de ce mandat, c'est que le centre communal d'action sociale, au départ, n'existait que sur le papier. Et c'est vrai que c'était pas simple pour nos administrés de taper à une porte. Depuis que la perception, malheureusement, nous a quittés, on a, dans ces locaux, mis en place un espace France Service, plus le centre communal d'action sociale. Et puis, nouveauté également, on a professionnaliser ce CCAS avec des agents qui travaillent pour le centre communal d'action sociale et qui peuvent répondre aux demandes et aux doléances de nos administrés. Alors derrière, on a une frontière qui est assez ténue. Jusqu'où peut-on aller ? Parce qu'il y a parfois certaines demandes qui ne relèvent pas que de la compétence du maire, mais des services de l'État ou du département.
Alors notre objectif, d'une part, c'est de venir en aide, d'être en fait un premier, une première porte d'entrée, venir en aide comme on peut avec nos moyens, qui sont pas forcément de gros moyens, et puis derrière d'être un relais avec les services administratifs du département et de l'État pour pouvoir épauler et assister les gens qui sont en grande difficulté. On a également en parallèle mis en place la banque alimentaire. Et donc, quand il y a des problèmes alimentaires, de denrées et autres, d'accès aux denrées, on aide les gens en leur fournissant quelques produits issus de la banque alimentaire, puisqu'on a passé un accord avec la banque alimentaire. Voilà pour l'aspect social. Je vais revenir un petit peu à votre métier, votre charge, c'est pas un métier, votre charge de maire, Pierre-Alexis Blévin. On parlait tout à l'heure de l'agglomération, des agglomérations qui prennent de plus en plus de place. Est-ce que ça vous laisse quand même une marge de manœuvre? Est-ce que vous siégez évidemment à l'agglomération, Lamballe-Terre-et-Mer pour la cité. Est-ce que vous avez quand même une marge de manœuvre pour faire passer des idées, pour soutenir ou pas d'ailleurs des projets? Est-ce que cette marge de manœuvre se réduit en tant que maire, ou est-ce que vous arrivez quand même à maintenir, un certain équilibre? On avait avant des communautés de communes beaucoup plus petites, avec parfois des communes qui étaient sur le même bassin de vie et qui étaient limitrophes. Et donc c'était souvent les mêmes enjeux territoriaux. Parfois on avait même des points communs, puisqu'on avait des familles respectives qui vivaient sur ces territoires. Et c'est vrai qu'avec la nouvelle loi NOTRe, on se rend compte qu'on est passé, notamment dans les Côtes-d'Armor, de 33 à 8 EPCI. Et on se rend compte que parfois c'est difficile d'échanger, d'avoir des marges de manœuvre. Et puis il faut se le dire aussi, quand on se retrouve en conseil communautaire, un certain nombre d'élus ont du mal à s'exprimer, parce qu'on n'ose pas se dire les choses quand on est en conseil. Alors depuis que cette mandature a démarré, à Lamballe-Terre-et-Mer, il y a, je pense, le sentiment de la part du président d'essayer de réduire cette difficulté. Et c'est vrai qu'on a, je dirais, Pléneuf-Valandré, on se rencontre à peu près une fois par mois avec le président en privé à 8h du matin, et on se dit les choses de manière sans faux semblant. On se dit les vérités pour essayer de voir ensemble comment on peut les améliorer. Et puis plus largement, il y a eu des plénières qui ont amené l'ensemble des élus communautaires à se réunir à huis clos avec le bureau communautaire et à échanger et à se dire les choses. Donc je pense que, du moins, on essaye de faire évoluer certaines choses, parce que c'est pas toujours simple, lorsqu'on est 38 communes, d'être entendu, en sachant que beaucoup s'expriment en privé mais n'osent pas s'exprimer en public. Il y a une réserve finalement. Il y a une réserve naturelle. Il y a une réserve naturelle, il y a une pudeur. Tout le monde n'est pas également habitué à s'exprimer publiquement, mais c'est vrai que on se rend compte que nos administrés nous attendent sur un certain nombre de dossiers, notamment pour Pléneuf. C'est les ordures ménagères, qui sont un gros souci à Pléneuf-Valandré, puisqu'on passe de 4000 habitants l'été à 8000 le week-end et 35 000 l'été, qu'on a 3 types de population, des résidences principales, des résidences secondaires et des locations saisonnières, et que depuis qu'on est passé à la redevance incitative au 1er janvier de cette année, on se rend compte qu'on a un dysfonctionnement du service public. On a un ramassage des ordures ménagères toutes les 2 semaines, et régulièrement on a un amoncellement de détritus et autres autour des colonnes enterrées. Pourquoi? Parce que quand on est vacancier, quand on ne vit pas là à l'année, on n'attend pas 2 semaines pour sortir sa poubelle. On la met dehors alors que le passage va avoir lieu que 2 semaines plus tard, ou sinon de manière naturelle on va à la colonne enterrée qui est fermée avec un badge. Sans badge, les gens naturellement posent leurs détritus à côté et ne se rendent pas compte qu'en fait derrière ça nous pose des problèmes. Et puis du coup, ce sont les agents des communes qui ramassent ces ordures ménagères.
tous les matins, en plein été, et ce n'est pas de la compétence des communes. Nos agents ne sont pas formés pour ça. Il y a des contraintes sanitaires à respecter. Et c'est vrai qu'il y a, chez mes agents, il y a aujourd'hui il y a un certain malaise parce que les agents de nos communes ont du mal à faire ce travail pour lequel ils n'ont pas été recrutés. Et puis ce qui est le plus paradoxal, c'est que nous, on ramasse les ordures ménagères le matin de très bonne heure, on les met dans nos conteneurs, et puis du coup, on a une levée qui nous est comptée. C'est-à-dire qu'en plus, toutes les levées pour lesquelles on a ramassé les ordures ménagères à la place de notre agglomération, nous sont facturées. Donc c'est la double peine. On a un temps agent qui nous coûte et on a en plus des levées à payer. Et c'est vrai que pour les communes d'Erquy et de Pléneuf-Valandré, il y a un certain malaise, un certain mécontentement de nos administrés. Et on essaye avec l'agglomération de voir comment on pourrait améliorer les choses. Sur ce cas précis, vous arrivez à discuter? Eh bien, sur ce cas précis, on se rencontre et on discute parce que les solutions ne sont pas évidentes. Il y a des contraintes de service public, on peut l'entendre. Derrière, où laisser les colonnes enterrées ouvertes, on a un risque également que l'ensemble des communes, des 38 communes, leurs administrés viennent y déposer leurs détritus également. Donc c'est vrai qu'il y a un gros débat. Moi, j'ai milité depuis le début pour qu'on passe une fois par semaine sur les saisons hautes, les grosses saisons, au moins sur 6 mois de l'année, parce que c'est vrai que nous, on a une amplitude démographique qui est assez variable et qui fait qu'on ne peut pas traiter une commune de la même façon lorsqu'elle est à 4000 habitants que lorsqu'elle multiplie par 10 sa population. Pierre-Alexis Blévin, là on parlait des ordures ménagères, c'est une problématique importante. Il y a une autre problématique aujourd'hui, on l'entend particulièrement sur les villes côtières et ça concerne Pléneuf-Valandré, c'est le logement. On a une grande demande de logement, une grande demande sociale de logement. Aujourd'hui, il y a plusieurs courants politiques qui tendent à dire qu'il faudrait avoir une forme de passeport logement, on pourrait l'appeler comme ça. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ou est-ce que ça risque de compliquer encore les choses? Alors nous, à Pléneuf-Valandré, la contrainte du logement est une vraie contrainte. On est soumis à la loi littorale qui fait qu'une grande partie de notre territoire est inconstructible. On est soumis également à un plan de prévention des risques d'inondations littoraux qui fait qu'on a également des contraintes liées à ce plan à respecter. Et puis derrière, on se rend compte qu'on a également un certain nombre de nos appartements, de nos immeubles, de nos maisons qui se sont transformés avec le Airbnb en location saisonnière. Et qu'un certain nombre de propriétaires aujourd'hui préfèrent louer à la semaine parce que ça leur rapporte plus, et derrière de ne pas avoir en plus les contraintes des difficultés de loyer impayés et autres. Ce faisant que, on a une pression immobilière, une pression foncière qui fait qu'en plus dans le contexte qu'on a vécu d'après-Covid, on a une augmentation du prix de l'immobilier. Alors c'est une difficulté pour le maire que je suis parce qu'on essaye aussi également de faire venir de jeunes actifs, pas toujours simple, parce qu'on n'a pas la maîtrise du foncier et je sais qu'il y a certaines politiques qui ont été mises en place par le passé par mes prédécesseurs qui aujourd'hui je ne souhaite pas les mettre en place. On a acheté du foncier, on a vendu des terrains à des gens qui sur le papier remplissaient des conditions sociales. Il suffit d'être étudiant parfois pour remplir un dossier, alors que parfois ses parents ou les parents et autres ont les moyens de payer, mais c'est vrai qu'on regarde le dossier de l'étudiant. Et puis on a un certain nombre de nos administrés qui ont acheté en toute conscience un bien, un terrain public, et puis l'ont revendu un an après en faisant des plus-values immobilières inconsidérées. On a une maison qui a été vendue 179 000 € dans un lotissement communal et qui a été revendue plus de 300 000 € un an après. Donc à un moment donné, ça va pas être possible, on va pas pouvoir continuer comme ça à faire de la spéculation foncière sur du bien public. Alors moi, je suis plutôt pour, d'une part, de la location sociale. Le locatif social, je pense que c'est une bonne chose, mais tout ce qui est accession à la propriété, il faut qu'on ait des encadrements. Alors le souci, c'est qu'on a plusieurs dispositifs. On a un premier dispositif qui est le démembrement de propriété, et malheureusement, tous ces
tous ces programmes d'accession à la propriété sont des programmes qui ont une durée limitée de 10-15 ans. Et donc, sur la durée, malheureusement, eh bien, font qu'ils vont ils vont rentrer dans les biens normaux, dans les biens qui ne sont pas considérés dans les 25% de logements sociaux. Et le problème, c'est que ces 25% de logements sociaux, c'est 25% d'une base, et plus on construit, plus la base échange. Donc plus on va faire ce type de programme, plus d'ici 10, 15 ans, voire 20 ans, on a un risque que tous ces programmes sociaux, malheureusement, ne rentrent plus dans le quota des 25% de logements sociaux pour lequel on est dans l'obligation de respecter. C'est pour ça que je souhaiterais, je milite pour ce qu'on appelle le bail réel solidaire, ce qui permet en fait tout simplement aux personnes d'accéder à la propriété, de remplir les conditions sociales pour accéder à la propriété. Ces acheteurs ne sont pas propriétaires du terrain, mais sont propriétaires de leur appartement et sont propriétaires sur une durée de 99 ans. Ils peuvent revendre, mais c'est encadré. Ça reste dans le parc des 25% de logements sociaux. Ils ne peuvent pas faire de spéculation immobilière parce que, tout simplement, la plus-value est indexée sur l'indice de la construction. Alors, malheureusement, dans les Côtes-d'Armor, pour faire du bail réel solidaire, il faut un organisme foncier solidaire. Et aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, on a du mal à mettre en place du bail réel solidaire. Et je pense que sur la durée, c'est peut-être l'avenir de nos communes, c'est de faire du bail réel solidaire pour favoriser l'accession à la propriété tout en empêchant la spéculation foncière. Et puis, plus largement, depuis le mois de septembre, à Pléneuve-Valandré, on a voté une taxe spéciale, la taxe sur les logements vacants, qui ne touchera pas les résidences principales ni les résidences secondaires, mais qui touche les logements vides de meubles. Il y en a à peu près, selon l'INSEE, à Pléneuve, 192. Et donc, ces logements vides de meubles vont payer cette taxe sur les logements vacants à compter du 1er janvier 2023. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, Pierre-Alexis Blévin, mais des propositions concrètes, comme quoi les maires sont quand même proches du terrain. C'est important de leur donner la parole. On le fait sur Bretagne 5 très régulièrement. Merci beaucoup, Pierre-Alexis Blévin. Je rappelle que vous êtes maire de Pléneuve-Valandré, vice-président de l'Office de tourisme Cap d'Erquy-Valandré. Voilà, c'est important aussi le tourisme. On en parlera la prochaine fois, c'est promis. Merci infiniment d'être venu en direct au micro de la matinale. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.